Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique consacré aujourd'hui à la chasse, alors que des associations de protection des animaux et de la nature demandent à interdire la chasse le dimanche. Après plusieurs accidents, dont certains mortels, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, a appelé en ce début de semaine les chasseurs à généraliser les bonnes pratiques. Et nous allons voir comment ces nouvelles mesures de sécurité vont être mises en place, comment faire cohabiter chasseurs, promeneurs, écologistes et associations de défense de la nature. Et enfin, nous parlerons aussi des dates de chasse au gibier d'eau. Elles suscitent bien souvent la polémique. 4 invités pour notre émission sur les chasseurs dans le viseur. Nicolas Portois, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur de la Fédération des chasseurs de la Somme. Face à vous, Muriel Arnal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'Association nationale de défense des animaux et de la nature, One Voice. Face à vous, donc Daniel Pipard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président délégué du comité des randonnées des Hauts-de-France. Et enfin, Gilles Mété, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts pour la Picardie. Faut-il accentuer les mesures de sécurité concernant la chasse? François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, donc, a appelé en ce début de semaine les chasseurs à généraliser les bonnes pratiques et à renforcer les formations sur la sécurité. On l'écoute. C'est notre responsabilité commune d'organiser le partage sécurisé de l'usage de la nature, de nos sentiers, de nos chemins de randonnée. Nous avons demandé aux fédérations de chasseurs de travailler à une généralisation de bonnes pratiques qui existent dans certains départements et qui prévoient des formations annuelles avec des incitations sur les assurances collectives ou individuelles, mais aussi avec des obligations avant chaque début de chasse, notamment les battues qui sont celles qui présentent le plus de risques. Alors Nicolas Portois, pour les chasseurs de la Somme, le ministre vous demande de réfléchir à la mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité. Pour la mi-novembre, de quoi s'agit-il? Avez-vous réfléchi? Oui, on a réfléchi, on pratique déjà dans le département de la Somme depuis quelques années. Surtout depuis que le permis de chasse est instauré depuis 1977, on a évolué. Et aujourd'hui, dans le nouveau permis qui est réclamé, concrètement, qui est réclamé par le ministre, ça sera les formations, on va dire, annuelles qui sont déjà mises en place dans le département, mais qui vont être généralisées. Et surtout un contrôle, on va dire, tous les 10 ans, il y aura une formation obligatoire au niveau de nos chasseurs. Alors les formations, de quel ordre? Formation de sécuritaire en premier, et aussi ce qui est un petit peu dans... on ne va pas dire dans l'air du temps, mais aussi la cohabitation avec les autres usagers. Donc je pense qu'on va former aussi nos responsables de chasse à entretenir un bon dialogue avec nos partenaires usagers de la nature. Arnal, vous qui défendez, on va dire, la nature, l'environnement, est-ce que ces propositions qui vont être mises en place et qui existent déjà, vous conviennent? Bien sûr que non. La chasse, c'est avant tout un loisir, il ne faut pas l'oublier. On a confié la gestion de la nature aux chasseurs, et là, il y a un énorme conflit d'intérêts, parce qu'ils en font leur terrain de jeu, et ils ont intérêt à pérenniser cela. Et là, ce que nous demandons, et ce que demande la majorité des Français, 8 Français sur 10 dans notre sondage, par exemple, c'est qu'il y ait des contrôles d'alcoolémie, ce qu'il n'y a pas alors qu'il y en a pour les automobilistes, qui, eux, utilisent leur voiture de manière utilitaire, un contrôle de la vue chaque année. Quand une personne fait du tir sportif en salle, c'est-à-dire dans une zone extrêmement sécurisée où il n'y a pas ce qu'on appelle des accidents, mais qui sont en fait des morts. Et pourquoi contrôle d'alcoolémie? Vous jugez que l'ensemble des chasseurs devraient réaliser un contrôle d'alcoolémie? À partir du moment où on utilise des armes à feu qui mettent en danger la vie d'autrui, bien entendu qu'il faut un contrôle d'alcoolémie, comme l'ont les conducteurs de voitures, et un contrôle de la vue chaque année, comme pour le tir sportif. Or, ce n'est pas le cas. Les contrôles d'alcoolémie sur la route se font par les gendarmes. Oui. Sur le terrain, se font aussi par les gendarmes et en compagnie des agents de l'ONCFS. Qu'est-ce que vous pensez de cette image qu'ont les chasseurs? C'est une image dépassée aujourd'hui. Vous savez, c'est plutôt un peu dégradant de dire comparer un chasseur avec un ivrogne, parce que c'est un peu ce qu'on entend sur les réseaux. Mais aujourd'hui, la sécurité, madame, c'est uniquement sur le terrain, qui est grâce au service qui va être donné par les fédérations. C'est ça qui va marquer. Ce n'est pas ça. La chasse, on sait bien. D'ailleurs, sur votre page Facebook, il y a la mention A comme apéritif. On sait bien ce qui se passe
Oui, j'ai vu ça hier. Et si vous voulez, ça n'est absolument pas normal qu'il y ait aussi peu de contrôle et au moins de la vue. Alors, Gilles Mété, pour Europe Écologie Les Verts, ces bonnes pratiques, vous, au Parti des écologistes, comment les envisagez-vous ? Nécessairement dans un renforcement de la réglementation. La multiplication des accidents. Oui, le régime privilégié dont bénéficient les chasseurs, parce que comme le disait fort justement madame, à partir du moment où on exerce du tir en salle, où il y a finalement très peu de danger, vous êtes soumis à la présentation d'une licence, pour l'obtention d'une licence d'une visite médicale, qui maintenant a lieu tous les 3 ans, pour faire de la danse classique aussi, mais pas pour porter un fusil dans la nature. Je pense qu'effectivement, là-dessus, il y a quelque chose à faire, même Nicolas si Portois, dans les accidents mortels, qui sont quand même très nombreux... On va en parler, donc Nicolas Portois. Je vous inviterai à venir passer le permis de chasse, monsieur, parce que vous connaîtriez beaucoup de choses de la nature et beaucoup de choses sur la sécurité. Le permis de chasse est beaucoup plus dur que le permis de conduire. C'est une aberration peut-être aujourd'hui. Moi, je vous parle, monsieur, des visites médicales, dans le temps où on a une population de chasseurs vieillissante. Vous avez quand même des gens qui... La chasse, j'imagine que l'ouïe et la vue sont quand même des instruments essentiels. Il serait peut-être bien de les étalonner de temps en temps. Alors, il me semble que quoi qu'il en soit, tous les ans, c'est pas... Pour ces propositions qui vont être justement avancées, il y a donc ce permis de chasse qui, depuis 1977, donc, est imposé aux chasseurs. Donc, les chasseurs vont devoir le réaliser sur un autre rythme. C'est ce que vous demande le gouvernement. Ce sera une formation pour remettre au goût du jour. Expliquez un peu comment les choses pourraient se passer à partir de l'année prochaine, par exemple. Ce qui va être dur, c'est que je parlais du département de la Somme, 25 000 chasseurs. De passer 25 000 chasseurs sur une année, ça va être dur, parce que bon, c'est quand même un travail assez astreignant. Alors, juste pour que tout le monde comprenne bien, avant 1977, il n'y avait pas de permis de chasse. Non. Depuis 1977, eh bien, il y a un permis de chasse. Oui. Ce que les associations vous demandent, et le gouvernement aussi en quelque sorte, c'est qu'il soit maintenant, on va dire, un peu plus généralisé, des contrôles, on va dire, des contrôles plus réguliers. C'est qu'on travaille beaucoup sur la sécurité. C'est devenu une priorité pour nos fédérations. Aujourd'hui, dans la Somme, tous les ans, on a 2-3 formations pour les détenteurs de droits de chasse ou les présidents de sociétés de chasse. On veut le généraliser aux chasseurs eux-mêmes. Cette remise à niveau. C'est une remise à niveau quasiment tous les ans. Donc aujourd'hui, au niveau national, Willy Schran va demander à ce qu'il y ait tous les 10 ans. Vous, Daniel Pipard, vous qui êtes en fait président délégué du comité des randonnées des Hauts-de-France, est-ce que ces bonnes pratiques, vous souhaiteriez, vous qui êtes souvent dans les chemins de randonnée, ces bonnes pratiques de la chasse telles que François de Rugy souhaite les mettre en œuvre, comment vous souhaiteriez qu'elles soient mises en œuvre, justement ? Moi, je pense que déjà, il y a des choses qui existent. On a déjà travaillé avec les chasseurs. Bon, on se connaît bien puisque on se croise sur nos chemins. Et vous travaillez en commun ? Et on travaille en commun. Depuis 15 ans, nous avons travaillé sur des colloques, sur des séminaires pour arriver justement à améliorer la cohabitation. Vous n'êtes pas contre la chasse, mais pour trouver des compromis. Je ne suis pas contre la chasse, je ne suis pas... là, je représente la fédération, ce n'est pas mon point de vue personnel, je représente ma fédération et je pense que avec les chasseurs, nous avons un terrain d'entente depuis 15 années, nous avons créé des associations pour la protection des chemins et nous souhaitons justement travailler sur un code de bonne conduite. Et je pense qu'on a déjà posé des jalons, c'est le cas de le dire, comme en randonnée. Alors ce code de bonne conduite, dites-nous, de quoi s'agit-il ? Déjà, le code de bonne conduite, c'est déjà apprendre à se connaître et à se respecter. Donc, les randonneurs qui pratiquent pratiquement tous les jours, même le dimanche, croisent forcément des chasseurs. Donc, il y a des endroits, il y a des périodes de chasse, on les connaît, et en principe, on a les sociétés de chasse qui nous préviennent lorsqu'il y a des manifestations. En tout cas, Monsieur Pipard, cela ne suffit pas. Regardez ces chiffres concernant le nombre d'accidents donc en France, alors que les chasseurs participaient à une battue, et ce fait divers qui a fait réagir. Donc, participer à une battue au gros gibier à Montrion, en Haute-Savoie, en octobre. Un vététiste a été mortellement touché par un tir alors qu'il dévalait un chemin. Regardez ces chiffres pour la France. Donc, l'année dernière, 113 accidents de chasse en France, dont 13 mortels. Comment éviter ces accidents ? Il y a 20 ans, nous étions au triple. Donc aujourd'hui, on va dire qu'au point de vue sécurité, on avance quand même dans beaucoup de choses.
quelle activité de la nature aujourd'hui peut amener des chiffres comme nous amenons. Nous avons une transparence complète. Mais ça n'est pas terminé. Quelle activité de la nature oui. Utilise des armes et à quel loisir utilise des fusils? Madame, je mets dans les activités de la nature la montagne. La montagne, combien de morts par an? La montagne, combien de morts par an? Les gens qui pratiquent la montagne prennent des risques, mais ils n'en font pas courir aux gens qui se promènent. Comment vous dites qu'ils n'en font pas courir? Les secouristes, combien de secouristes ont des problèmes? Ils ont choisi ce métier. Combien ça coûte la petite fille qui a pris des plombs dans le ventre, elle n'avait pas choisi de se trouver sur la trajectoire. J'en conviens, madame, un accident est toujours regrettable. La chasse... 360 accidents, donc comment faire pour éviter ces accidents? Il n'y a pas une activité de loisir qui présente des taux de mortalité aussi importants, vous le reconnaîtrez. Des mortalités des autres personnes. Ce sont des gens qui font du vélo, qui se promènent en forêt et qui meurent d'une activité qui n'est pas la leur. Nicolas Portois, 113 accidents, dont 13 mortels. C'est tout de même 13 et 113 de trop. Comment faire pour éviter ces accidents? Aujourd'hui, la fédération départementale comme la fédération nationale est volontaire pour travailler avec tous les usagers de la nature. Parce que le comportement de nos chasseurs évolue quand même depuis quelques années, dans le bien, dans la sécurité. Et nous voulons apprendre les codes, comme mon voisin disait, les codes de bonne conduite. Donc parlons-en de ces codes de bonne conduite. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous allez lui proposer à François de Rugy? Aujourd'hui, quand vous arrivez sur un territoire qui est chassé, c'est indiqué par des panneaux. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement danger. Et vous arrivez dans 79% des cas, vous arrivez dans un terrain privé. Il n'y a que le 25% des bois et forêts qui sont domaniales ou 80% du domaine est privé, le reste. Donc aujourd'hui, il faut savoir que dans les domaniales... Mais les balles n'ont pas de frontières, ils rentrent même dans les habitations. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez des propositions mais lesquelles de propositions d'ailleurs? Aujourd'hui, tout chasseur qui en chasse au gros gibier porte un gilet orange. Et on inculte à nos chasseurs un tir dans les 30 degrés. Gilles Mété, ça vous suffit ça? Donc, la preuve que ça ne suffit pas. Encore une fois, tant que les vététistes courront pas ou rouleront pas plus vite que les balles, ça posera quand même de gros problèmes. Il y a le fait que la chasse se rapproche des habitations. Je pense qu'il faut aussi limiter la chasse, ne pas l'artificialiser, arrêter les lâcher, puisque sur 45 millions de bêtes tuées, il y en a quand même 15 millions qui sont issus de l'élevage. On artificialise la chasse, qui n'est plus une chasse de prédation ou de régulation, mais purement de loisir, qu'on ne s'étonne pas derrière. Et monsieur, vous représentez les randonneurs, mais dans les forêts, il y a aussi des vététistes, il y a aussi des gens qui veulent cueillir des champignons, il y a des papas, des mamans. Et je ne pense pas que la seule alternative soit faire de la randonnée ou faire de la chasse pour pouvoir sortir dans la nature. Nicolas Portois, donc un gilet fluorescent qui existe d'ailleurs. Oui. Est-ce que cela n'est pas suffisant parce qu'il n'y aurait pas encore... Mais c'est aussi la manipulation des armes. Mais qu'est-ce que vous allez... La manipulation des armes, c'est-à-dire... Aujourd'hui, quand vous passez votre permis, c'est des choses qui sont, si vous avez fait une mauvaise manipulation, vous n'avez pas votre permis, c'est tout. C'est éliminatoire. Mais aujourd'hui, ça sera accentué. Un contrôle accentué en fait du permis de chasse. Aujourd'hui, chaque chasseur qui détient une arme a une autorisation de détenir une arme et est déclaré en préfecture. Quand c'est une arme de chasse au gros gibier, comment? Encore heureux, c'est une arme. Oui, on tue. Mais je voulais finir, excusez-moi, sur ce que monsieur vient de dire. Aujourd'hui, nous allons travailler avec tous les usagers, randonneurs, cavaliers et vététistes. La semaine prochaine, notre président national, Willy Schran, rencontrera tous les usagers pour signer, comme on a fait l'année dernière, en 2017, avec les randonneurs, une convention nationale. Alors Emmanuel Macron, lui, a annoncé diviser par 2 le prix du permis national. Il faudra dorénavant débourser 200 € contre 400 actuellement. Est-ce une façon d'encourager la chasse, Gilles Mété? Clairement, la chasse, c'est ce que vous m'avez dit lors de l'enquête. Déjà recordman en Europe, parmi le nombre de chasseurs. On voit bien que là, on a une politique d'Emmanuel Macron qui est pro-chasse, qui assoit un électorat dans sa ruralité sur les chasseurs, en prenant ce type de mesures démagogistes, renforcées en plus dans les Hauts-de-France par un président de région qui est pro-chasse également. Voilà, tout cela fait que les chasseurs picards et français, encore une fois, sont particulièrement bien traités. Nicolas Portois, donc le gouvernement, le président vous est favorable
C'est une nouveauté d'être aussi favorable. Comment vous accueillez ces propositions? Il a répondu à une sollicitation. Et la sollicitation pour le permis à 200 €, c'est simplement réduire... C'est ce que vous souhaitiez? C'est ce qu'on souhaitait, c'est réduire les frais fixes. Vous êtes plutôt content? Bah oui, ça, on réduit les frais fixes de la chasse pour les jeunes chasseurs, aujourd'hui, qui vont pouvoir aller dans d'autres départements, pouvoir se déplacer dans notre cible. Quel est le but de tout ça? C'est de développer, d'attirer d'autres personnes vers la chasse? C'est attirer d'autres personnes vers la chasse et aussi de laisser le soin aux gens qui ne pouvaient pas se déplacer avant parce que le coût était assez exorbitant d'un permis national de pouvoir aller dans d'autres départements ou dans d'autres régions. Alors donc, on va donner la parole à Muriel Raynal. Vous souhaitiez réagir Oui, l'ensemble de ces mesures et la politique du gouvernement actuel, comme des précédents hélas, va à contre-courant de ce qui se passe. Notre planète est extrêmement fragile. On sait que les espèces disparaissent. Le patrimoine, par exemple, en baie de Somme, avec tous ces peuples migrateurs magnifiques qui traversent, c'est pour les générations futures. Il faut les protéger, il faut protéger ces animaux. Et au lieu de cela, on encourage la chasse. C'est extrêmement inquiétant parce qu'il s'agit d'une biodiversité extrêmement fragile et qui est notre patrimoine commun qu'on va laisser à nos enfants. Daniel Pipard, avant de passer à la seconde partie, vous souhaitiez réagir également? Moi, je souhaitais réagir après les propos de monsieur concernant les randonneurs et les vététistes et les ramasseurs de champignons. Je voudrais simplement dire que les usagers de la nature, il faut qu'ils sachent lorsqu'ils sont dans la nature, ils sont forcément chez quelqu'un. Et que on doit s'inquiéter de savoir où l'on est et ne pas aller n'importe où. Et quand on entend des endroits où il y a... Donc vous demandez aux promeneurs, chasse, aux cueilleurs de champignons de faire davantage attention, c'est ça que vous dites? De faire davantage attention. De quelle attention. manière? C'est-à-dire on se promène, ils se promènent dans un chemin, dans une randonnée? De quelle manière? C'est déjà de rester sur les sentiers qui sont balisés. Parce que les sentiers qui sont balisés, ce sont des sentiers qui ont été créés pour la randonnée, pour la promenade. Et les chasseurs les connaissent et les chasseurs les respectent, puisqu'on est en train de travailler justement sur la restauration de certains chemins ruraux. D'accord. Donc la chasse est malgré tout de plus en plus impopulaire auprès du grand public, même si les Hauts-de-France, la Picardie, notre région, est une région donc où le nombre de chasseurs est très important. Regardez, en Hauts-de-France, on compte plus de 110 000 chasseurs, dans la Somme 24 000, dans l'Aisne 14 000 chasseurs, dans l'Oise 17 500, au total 55 500 chasseurs en Picardie. Et la Somme, que vous représentez ici pour la chasse, fait partie des 5 premiers départements français en nombre de chasseurs. Comment concrètement mieux partager la nature entre vous tous? On commence par vous. Moi, j'aimerais qu'on arrête d'essayer d'étendre les périodes de chasse. Je voudrais parler des oies cendrées. On va l'aborder, mais d'abord on parle de ça, avant de parler des oies cendrées. Comment mieux partager ces espaces naturels lorsque chacun va se promener, que les chasseurs puissent chasser, comment faire ça? La nature, elle existe pour ce qu'elle est. On en a besoin, on en a un besoin vital. Et là, on parlait de partager, c'est-à-dire on chosifie la nature. Et c'est extrêmement préoccupant à l'heure actuelle. 91% des Français interrogés demandent une réforme profonde de la chasse. Ils l'ont exprimé début octobre dans notre sondage. Donc il faut revoir en profondeur ce partage de la nature et peut-être complètement changer notre vision de la nature, justement. Daniel Pipard, comment vous l'abordiez il y a quelques instants, comment cohabiter ensemble? Comment cohabiter ensemble? C'est simple de cohabiter ensemble. Il faut se parler. Et on a des solutions, on a des propositions, notamment, Citez-les. Je le redis, utiliser de préférence des sentiers balisés qui sont sécurisés. Ensuite, il faut peut-être accentuer l'information, la communication, parce que là, je reconnais que parfois, on n'est pas toujours informé et on tombe sur une battue, enfin une chasse en battue. Et bon... Mais ça se passe toujours bien, et ça, je tiens à le signaler, parce que ça nous est arrivé il y a un peu plus d'un an, une randonnée importante avec une centaine de personnes. On est arrivé dans une battue, on est allé voir le premier chasseur, et on est passé entre une haie de chasseurs qui nous ont permis de traverser le secteur. Donc il y a quand même... Nicolas Portois, donc vous estimez que
tout va bien, qu'il faut que chacun, comment mieux cohabiter ensemble, on ne peut pas estimer que tout va bien. Comment vivre ensemble un accident, dans la nature. Un accident de trop. Ça, et nous allons travailler énormément là-dessus. Les propositions, encore une fois, qu'est-ce que vous proposez? Et aussi, qu'est-ce que vous demandez aux promeneurs? Parce que vous leur demandez aussi de faire un effort. Ce que M. Pipard vient de dire, de discuter, d'en parler. De toute façon, la concertation et le dialogue seront toujours quelque chose de bénéfique à n'importe quelle activité. L'activité chasse est quand même assez dangereuse, il faut le reconnaître. Et donc aujourd'hui, de faire venir des gens, quand on partage la nature, la chasse n'est pas tous les jours. On chasse une fois par semaine ou des fois tous les 15 jours dans les forêts domaniales. Donc aujourd'hui, ça représente 60 heures de chasse sur une année. Donc le partage de la nature, il est quand même fait. Le reste du temps, c'est utilisé par les marcheurs, les randonneurs et vététistes. Quoi qu'il en soit, vous, donc chez One Voice, vous avez lancé une pétition. Faut-il interdire la chasse le dimanche? Et vous êtes donc à l'initiative de cette pétition avec d'autres. Cette pétition, elle est en ligne. On va la découvrir. Le ministre a refusé d'interdire, dans un premier temps, en tout cas, donc, cette proposition. Comment le vivez-vous, ce refus? Et pourquoi, d'ailleurs, vouloir interdire la chasse le dimanche? En fait, c'est une demande qui date d'il y a 20 ans. Et nous souhaitons même aller plus loin, qu'il y ait 2 jours par semaine où les gens puissent avoir accès à la nature. On nous dit de faire du sport, on sait que les jeunes générations sont coupées de plus en plus de la nature. Il faut retrouver ce lien. Encore une fois, la nature est en danger. Les animaux devraient être source d'émerveillement et pas source de devenir des cadavres au bout d'un fusil. Donc, nous sommes extrêmement déterminés parce que nous avons... Et vous souhaitiez d'ailleurs une réforme radicale de la chasse, oui, avec un rassemblement qui a eu lieu donc à Paris le 13 octobre. Donc Gilles Mété, vous, chez les écologistes, est-ce que vous souhaitez que la chasse soit interdite le dimanche? Alors déjà 2 choses sur la cohabitation. Les sujets que nous avons abordés sont avec des particuliers. Il nous reste 5 minutes 23 avant la fin de l'émission. De plus en plus, les chasseurs ont du mal à cohabiter avec les agriculteurs. C'est la présidente de la FNSEA qui vous demandait à vous, chasseurs, d'arrêter l'égrainage pour arrêter d'artificialiser la production de sangliers. Hein. Donc il y a déjà en plus des problèmes au sein même des ruraux. Hein, la ruralité ne vous appartient pas. Elle appartient pas aux chasseurs. Et voilà pourquoi nous plaidons également pour l'interdiction de la chasse le dimanche, de façon à ce que les randonneurs, les vététistes, les papas, les mamans puissent communiquer, puissent échanger également. Comme d'habitude, vous divisez le monde rural. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être agriculteur, c'est un très beau métier. J'ai la chance d'être chasseur. C'est aussi une très belle passion. Aujourd'hui, quand vous parlez d'agrainage, monsieur, renseignez-vous, dans le département de la Somme, depuis le 1er novembre, le grainage est interdit. Non, mais cela passe. Juste, il nous reste 4 minutes 32 avant la fin de l'émission. Le temps passe vite. Une meilleure signalétique, on l'a compris. C'est ce que vous allez donc proposer donc dans le cadre de cette réforme, on va dire. La chasse du dimanche, je voudrais bien l'expliquer. La chasse le dimanche, en disant que c'est quand même une proposition démagogique. Parce qu'aujourd'hui, on déresponsabilisera les gens les autres jours. Et pourquoi pas ne pas l'interdire le dimanche pour laisser une journée de liberté pour le loisir? Aujourd'hui, je pense aussi aux gens qui travaillent toute la semaine. Le dimanche, c'est leur passion. Ils vont à la chasse le dimanche. C'est la passion de 2% de la population. Et 98% de la population, elle a envie de s'émerveiller. Vous avez des trésors. Pourquoi vous les empêchez de s'émerveiller les autres jours de la semaine? Je viens de Bretagne. Ici, vous avez vraiment les peuples migrateurs qui passent. Ouais. C'est absolument magnifique. Et ça, tout le monde doit y avoir accès. Les enfants doivent y avoir accès. Il y a un désaccord, en tout cas, sur cette date, sur cette journée de la semaine où vous ne souhaitez pas que la chasse, évidemment, soit interdite et vous le souhaitez. Il nous reste 3 minutes 30 pour clore cette émission. On va donc parler rapidement de la chasse au gibier d'eau, date polémique. On chasse le gibier d'eau donc dès la fin du mois d'août. On va résumer comme ça jusqu'au 31 janvier, date butoir et symbolique. Le président Macron vous donne raison et va peut-être dépasser cette date au mois de février. C'est une vraie victoire pour vous, pour les chasseurs? C'est pas une victoire, c'est une reconnaissance du travail des chasseurs. Aujourd'hui, les études qui ont été menées par ISNEA ont prouvé que l'oie est en explosion démographique. C'est faux. Terminé avant de vous passer en explosion démographique. Et aujourd'hui, ça va permettre, avec la chasse adaptative va être mise avec la nouvelle réforme de la chasse, d'avoir un quota qui soit attribué pour la France, qui serait de 5000 oiseaux. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu
mes collègues d'en face parlaient des milliers d'oiseaux, des centaines de milliers d'oiseaux qui sont gazés en Hollande et en Belgique. Donc je vous en prie, j'invite les téléspectateurs on arrive à ces fameuses directives européennes. Ces informations sur Internet, c'est absolument pas une information sur Internet, madame. Les oies, on met des journalistes pour montrer ce qui se passait. Les oies cendrées qui passent au-dessus de la baie de Somme ne vont pas en Hollande, elles vont en Scandinavie. Ce sont des animaux qui forment des couples durables toute la vie. Muriel Arnal, vous souhaitez que cette date du 31 janvier soit respectée, c'est ça ? Quand il y a un mort, l'oie ne retrouve pas de partenaire. C'est une population qui est fragile. Ça a été déterminé par les scientifiques qui n'ont aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de fusil au bout pour eux. Ah, ça n'a rien à voir avec les Pays-Bas. Gilles Mété, que pensez-vous de cette date qui devrait... votre réponse, madame. Mais il existe déjà un règlement européen, il faut qu'il s'applique. Déjà, il a été hypocritement détourné. Donc il y a une date butoir, c'est le 31 janvier. Il n'y a pas à aller au-delà. Il y a déjà eu assez d'hypocrisie quand Ségolène Royal disait « je ne peux pas prendre un arrêté, il serait retoqué au Conseil d'État, mais mes services ne verbaliseront pas les chasseurs ». C'est très hypocrite. Donc déjà, la France pratique 20 chasses d'espèces protégées. On a le plus grand nombre de chasseurs, contrairement à ce que vous disiez. Effectivement, les oies hollandaises sont la plupart sédentaires. Donc vous justifiez votre prédation ici en Picardie en pensant à la Hollande, mais aucun chasseur hollandais ne vous a demandé de venir réguler. Alors, il nous reste, s'il vous plaît, il nous reste 1 minute pour clore cette émission. On va vous passer la parole vraiment en 10 secondes chacun. Il y a ces chiffres dévoilés chaque jour. Les études du Muséum national d'histoire naturelle ou du CNRS annonçaient encore récemment un effondrement de 30% des oiseaux en 15 ans, ainsi qu'à disparition de 60% de mammifères, oiseaux, poissons entre 70 et 2014. Selon WWF, que dites-vous ? Je ne pense pas que la chasse est responsable de ces chiffres. Et donc vous aujourd'hui, moi je suis un petit peu écologiste en dehors de toutes ces associations officielles, mais je trouve que monsieur a raison, ce n'est pas uniquement la chasse qui est responsable. Gilles Mété. Oui, la chasse est en partie responsable, pas seulement. Le réchauffement climatique vous obligera également à changer vos pratiques. Muriel Arnal, avant la fin. La chasse, c'est gérer la nature et les animaux à coups de fusil. Ça n'est pas apprendre le respect de la vie animale et de la vie tout court. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Bon dimanche à vous et à bientôt. Peut-être